m'a quitté. Oh, c'est dur à dire, mais ma quête. Cornflakes, pastis et confiture, coucou, c'est la matinale de 19h qui commence, excusez-nous, avec beaucoup de retard. La matinale de 19h. Et c'est une émission qui parle de société, de politique, culture alternative. On va aussi parler de sport, de gens dans la rue. et l'actualité en règle générale. on va peut-être parler des corbeilles à On va linge pas s'ennuyer. en osier d'Auvergne. Voilà, il y aura des invités. Des sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes. Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais... La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Jacques Balutin, Jean-Yann, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jean-Pierre Coff, Isabelle Mergot, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Michel Galabru, Jean-Claude Brialy, Sim, Roger Pierre et tant d'autres sont passés sur les ondes de RTL. À l'heure du goûter, entre 16h et 18h, là, il répondait aux questions d'auditeurs réels ou fictifs. Questions de Mademoiselle Touffue de Lamotte. On n'oubliera pas non plus les questions de Mademoiselle Belpère de Loge, de Monsieur Sapandouille, de Monsieur Le Grand d'Angers ou encore Monsieur Jules d'Orange. Après 40 ans au service des grosses têtes, Philippe Bouvard, lui qui a bercé l'enfance de quelques animateurs ici, se retirera de son studio de la rue Bayard à la fin de la saison. Débarqué de la tranche horaire concurrente, le remplaçant se nomme Laurent Wauquiez, qui quitte donc Europe 1. Chouette, les chaises musicales commencent. De tout cela ce soir, nous ne parlerons pas. Salut les chatons, c'est la matinale. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. En 1885, à 85 ans, il cassait sa pipe, ici, à Paris. Victor Hugo a laissé derrière lui un héritage immense, que ce soit en littérature, dessin, théâtre ou en politique. Lui qui a connu les honneurs de la nation inspire toujours. Radio Campus Paris est partenaire de Vecteur Hugo, un projet protéiforme qui fait résonner la pensée d'Hugo et la confronte à l'actualité. Je comprends très bien que Victor Hugo soit une référence pour la jeunesse d'aujourd'hui. Mais il faut vivre avec son temps. Et fort justement de ces enseignements du passé, aujourd'hui on doit faire le point de la situation de la Terre, parce que Victor Hugo avait quand même un handicap, il n'avait pas la possibilité que nous avons aujourd'hui d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, aux antipodes, au moment même où ça se passe, le vivre, pouvoir réfléchir, pouvoir participer et intervenir, que nous avons aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Victor Hugo aujourd'hui. Aujourd'hui, Victor Hugo serait encore Victor Hugo, mais un autre Victor Hugo. Essayons de trouver parmi nous celui qui peut se rapprocher le plus de lui au XXIe siècle. Daniel Mitterrand, en 2009, interviewé par Xavier Sauvage pour Les Arts et Mouvements à l'endroit des mondes à l'envers. Essayons de trouver parmi nous le nouveau Victor Hugo. Laurent Chu, est-ce que c'est vous, le nouveau Victor Hugo ? Disons que ce qu'il faut tendre à ce que ce soit chacun d'entre nous. Victor Hugo, son principe, c'était de dire ego, Hugo, je suis Hugo, mais ça voulait pas dire je suis égo, je suis un égo. Il disait je n'ai pas de moi, mais il voulait dire je suis Hugo dans le sens où je suis je suis unique et mon combat est celui de la liberté. Donc Vecteur Hugo aujourd'hui, ce n'est certainement pas un mouvement de reproduction d'une momie ou d'une statue qui nous donnerait une bonne conscience politique, culturelle française. Car justement, vous avez parlé tout à l'heure des honneurs de la République qui a été rendu à Victor Hugo. On peut d'ailleurs vraiment se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'honneur ou plutôt de déshonneur lui en tout cas, s'il était... Pas seulement pour lui, non, par rapport à notre contradiction incarnée dans ce qu'on appelle la bonne conscience culturelle française. C'est-à-dire qu'on se sert de ce vieux barbu comme d'un formidable
formidable alibi. Vous avez dans tous les discours de tous les bords politiques, d'inauguration de toilettes publiques ou d'autres. Il est souvent cité. Vous avez à tous les discours, vous allez trouver une phrase de Victor Hugo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de provoquer, de convoquer ces visions de cet homme qui est d'abord un visionnaire et dont le combat a été celui du vivant. Il a été vivant, debout, vivant. Alors Laurent Chu, vous êtes comédien, metteur en scène, vous faites partie de la compagnie Les Arts en Mouvement à l'endroit du monde allant vers. Si vous permettez, je peux rectifier ? Oui. Alors, ce sont les arts et mouvants. Ah, les arts et mouvants, pardon. Voilà. Les arts et mouvants, à l'endroit du monde à l'envers. J'en suis le directeur artistique et je suis accompagné de Litana Soledad qui est co-directrice. C'est ce que j'allais dire. Voilà, ouais. Pardon, excusez-moi. Alors une compagnie qui a vu le jour il y a 15 ans. Alors là, vous l'expliquiez déjà un petit peu, l'envie de faire renaître la vraie pensée d'Hugo, c'est ça peut-être le sujet principal de votre compagnie ? Alors non, ce n'est pas le sujet principal de notre compagnie. Nous, on travaille en fait, on milite activement pour que 3 principes soient en permanence réunis, à savoir celui de la création, celui de la transmission et celui de la participation. Voilà, donc ces trois termes qui n'ont l'air que des mots, nous nous évertuons et tuons aussi très souvent à leur donner corps et sens entre l'intime et le collectif. On travaille beaucoup sur ce qui peut créer des passerelles entre l'intime et l'inconscient collectif. Alors leur donner sens justement, ça va être c'est ce que vous allez faire pendant Vecteur Hugo. Vecteur Hugo, c'est un événement protéiforme, je le disais tout à l'heure, qui commence en avril pour se finir en mai. Et il y a 3 grosses parties, entre guillemets, dans ce projet. Le premier projet, c'est la pièce L'Homme qui rit de Victor Hugo, que vous avez déjà joué et que vous rejouez là prochainement à Aubervilliers, si je ne m'abuse. Non, c'est rue d'Aubervilliers. Il y a un magnifique théâtre au 35 de la rue d'Aubervilliers, métro Stalingrad à Paris, qui s'appelle Le Grand Parquet. C'est un théâtre, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est une fusion entre un cirque et un bateau. Et c'est un lieu absolument génial que je vous invite vraiment à découvrir. Alors L'Homme qui rit, justement, vous la jouez souvent, tous les 4 ans. Voilà. Quelle est la résonance que vous arrivez à trouver tous les 4 ans en tout cas? Comment vous faites renaître ce texte, puisque vous jouez de manière différente, le texte est réinterprété, est réarrangé, comment vous procédez? Alors, déjà, L'Homme qui rit par rapport à Victor Hugo, c'est le cœur, c'est la colonne vertébrale. Et autour de L'Homme qui rit, il y a en effet trois gros événements qui sont quasiment entièrement participatifs. L'Homme qui rit, c'est, en ce qui me concerne, c'est un compagnon de route. Ça veut dire quoi un compagnon de route? Ce n'est pas une béquille, ça veut dire que j'ai mon spectacle et puis que je ressors comme ça. Non, j'ai fait un pacte avec cet homme qui rit. Vous l'avez fait quand, ce pacte? Alors je l'ai fait, on va fêter, donc ça sera le 5e cycle, donc il y a 20 ans. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait justement signer ce Alors, pacte? ce qui m'a fait signer, c'est que après ça, chaque acteur a sa cuisine personnelle, donc ça n'intéresse pas forcément grand monde. Il s'est passé des choses dans cette rencontre en ce qui me concerne intimement, mais au-delà de ça, bien sûr que c'est pas, je ne m'amuse pas à prendre un espace, parce que j'estime que quand on ce qu'on appelle faire du théâtre, on prend un espace. Donc la première question qui doit se poser, au-delà de l'inventivité, de la création et de la qualité à laquelle on doit forcément se soumettre en termes d'exigence, c'est la légitimité, de savoir pourquoi est-ce qu'on prend une place publique. Pour moi, le théâtre, c'est pas une chose innocente. C'est pas juste... Donc vous êtes dans la même idée justement d'Hugo. Pour vous, un artiste doit s'engager, doit être... Oui, il me semble. Non pas s'engager d'un point de vue partisan. Il doit porter des idées en tout cas. Mais bien entendu, parce que... et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la vision et la grandeur de quelqu'un comme Hugo, mais comme beaucoup d'autres génies, passés ou actuels et futurs, c'est de donner du corps à leur vision et à la pensée. C'est qu'elles s'inscrivent dans une relation vivante. Le théâtre, de toute manière, est l'endroit de la relation vivante. S'il n'y a pas de relation vivante, il n'y a pas de théâtre. Le théâtre est mort.
Donc c'est simple. Après, vous pouvez ensuite passer par le marketing, faire de ce qu'on appelle, parce que ça marche très bien, on a tendance, vous savez, toutes enfin, il y a une déperdition du rapport quasiment artisanal du théâtre, parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle le théâtre, c'est surtout des phénomènes, je n'ai rien contre dans l'absolu, mais de phénomènes de marketing ou de divertissement, enfin, qui sont très très souvent basés sur des principes. Vous voyez comment on remplit les théâtres à travers de la com, voilà, du marketing. Vous en voilà. faites pourtant ce soir aussi. Non, mais, non. Alors ça, c'est une question qui sera justement dans les rendez-nous Hugo. Ça, on en parlera après, puisque justement ça se passe les dimanches des pièces. Voilà. Après le spectacle, puisque le dimanche le spectacle est joué donc au théâtre Le Grand Parquet de 15h à 15, 17h. Alors le dimanche, ça aura lieu à 15h le spectacle. Voilà. Et à 17h, après, du coup, il y aura les rendez-nous Hugo, point d'exclamation entre U et derrière Go aussi, où là les gens seront invités à parler, à prendre la parole. Entre autres, pas notamment, mais entre autres, vous et d'autres individus, personnalités, si on veut, de médias. Je pars du principe que les médias ont une responsabilité. Donc là, moi, je ne fais pas de la com. Là, j'essaye à la fois de vous parler, et tout en sachant qu'il y a des oreilles humaines et vivantes à votre écoute. Et pour moi, ce n'est pas de la com. Quand je parlais de com, à travers l'usage qu'on fait très souvent du théâtre, c'est finalement c'est des phénomènes de marketing. Vous savez très bien qu'il y a une dépréciation au sens plein du terme de ce qu'on pourrait appeler du processus de création aujourd'hui. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces débats. En tout cas, Laurent Chu, pour revenir sur la pièce L'Homme qui rit, comment justement, tout à l'heure on n'a pas vraiment répondu à la question, on est parti un peu ailleurs, comment vous arrivez à remettre dans les fils de notre temps présent l'histoire de Gwynplaine justement? Alors, pour qu'il soit régénéré à chaque cycle, d'abord le principe c'est de ne jamais, surtout pas inscrire, là je vous parle en termes de matériau théâtral, de ne surtout inscrire cet univers dans aucune époque, ni passée ni actuelle. Donc tous les éléments qui servent je dirais à la machinerie du vivant sont des éléments qui sont absolument atemporels, c'est-à-dire qui existent aujourd'hui même dans notre environnement, mais qui existaient en tant que matériaux il y a déjà des centaines d'années. Voilà. Donc c'est un univers qui mélange, là je vous parle de l'aspect esthétique, je dirais, et aussi de l'esprit, qui mélange en même temps le cirque, qui mélange l'univers marin, qui mélange aussi ce qu'il y a de plus profond en nous en tant qu'enfants. Et qui peut, en tant que grande personne, toujours nous émerveiller. Vous savez, il suffit, je prends un exemple un peu bidon peut-être, mais les bulles de savon, c'est que vous ayez 5 ans ou 100 ans, ça... En tout cas, on retrouve aussi cet aspect-là dans le livre d'Hugo, L'Homme qui rit, puisque c'est l'histoire donc de Gwynplaine, qui s'appelle pas Gwynplaine en fait, on va tout dire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui au début est racheté par ce qu'Hugo appelle des compras-chicos. Voilà, des compras de acheter en espagnol les chicos d'enfants. Donc il prend la mer, il est perdu et ensuite il est accueilli par une troupe de théâtre. Donc là on a déjà cet univers du cirque. Mais alors, ce qui est très important, c'est que cette histoire, elle marque en fait, enfin pour moi c'est une grande parabole ou une grande allégorie de la grimace humaine tout simplement, à travers en effet l'histoire de cet enfant qui a été défiguré à des fins politiques, comme ça se faisait en permanence à l'époque. Parce qu'il précisons qu'il a un coin, en tout cas il a le sourire de l'ange. Enfin oui c'est ça je crois le terme. Il a le sourire de l'ange en effet, mais il a un sourire absolument monstrueux aussi, car l'ange est monstrueux. Et il est tellement monstrueux qu'il fait rire d'une manière absolue. Voilà. Et c'est pour ça quand il rencontre sa nouvelle famille, une fois qu'il est largué sur les côtes sauvages et désertes d'Angleterre par ces pirates, quand il grandit, il forme une famille indissociable et ils vont faire un spectacle qui s'appelle Chaos vaincu, etc. Mais je reviens à cette notion de l'allégorie de la grimace humaine, parce que certes cette histoire elle s'ancre sur une période, mais pour moi elle est
réellement actuelle. C'est-à-dire que c'est une allégorie qu'on peut retrouver à la fois dans notre propre miroir, qu'on peut retrouver sur le plan social à tous les coins de rue. Et Hugo a ce génie de toujours faire travailler différents niveaux en même temps. Le rapport social avec le rapport intérieur, la nuit et le jour en permanence. Bon, ça c'est Hugo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau stylistique, cette œuvre est réellement une œuvre majeure. On pourra se poser la question pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été, je dirais, aimée à l'époque, promue. Ouais. C'est pas qu'elle n'a pas été aimée, c'est qu'elle n'a pas été. Elle est tellement dérangeante politiquement et aussi sur le style. C'est une œuvre qui annonce le surréalisme, donc qui a été ensuite honorée par le mouvement surréaliste comme faisant vraiment partie du surréalisme, mais surtout qu'elle est d'une violence politique qui en a dérangé plus d'un. Et je pense que pour des raisons de bonne conscience, elle n'a pas été promue par l'éducation nationale au fil des ans. Laurent Chu, on va continuer à parler de ce qui dérange justement dans cette pièce. Pour le moment, on va s'écouter un titre, ça s'appelle Sylvain Esso, et le titre c'est Coffee. Métronomie, en fait, Love Letters. Love letters, all I see. On every day I read the bits of yellow paper addressed from you to me. And every day it shines inside a book of stamps to tell you what I'm up to and say just how I feel. You've got me writing. I'm always writing. You've got me writing. I'm always writing. From far across the sea, they fly from you to me, but still I get no sleep. Oh no, love, don't be mad, 'cause I'll keep on writing. Yeah, I'll keep on writing. Yeah, I'll keep on writing. Yeah, I'll keep on writing. You've got me
19h35 sur Radio Campus Paris, on écoute à l'instant Love Letters de Métronomie. Et maintenant, si on passait à ce qui se passe ce week-end. On retrouve à présent Jeanne-Marie, et c'est mon plan. Jeanne-Marie, du coup, ce week-end, que faire? Bonsoir Jeanne-Marie. Bonsoir Charles-Henri, bonsoir à tous. Donc on est en pleine période de festival étudiant en ce moment, on a toujours le festival Ici et Demain qui a commencé la semaine dernière et qui se poursuit jusqu'au 27 mars. Les jeunes talents étudiants parisiens y sont mis en valeur, quel que soit le domaine d'ailleurs, la danse, la musique, le théâtre, la photographie, les arts plastiques, tout y passe. Et ce week-end, c'est avant tout le théâtre qui sera mis en valeur. Ça se passe samedi et dimanche à La Villette avec 4 pièces montées par des troupes étudiantes. Le tout entièrement gratuit sur préinscription, donc il suffit de se rendre sur le site icietdemain.fr et de réserver sa place. Et tu parlais de plusieurs festivals étudiants. Oui, exactement, puisqu'on a également le festival Les Dionysis, organisé par l'université Paris-Sorbonne, qui se lance demain, vendredi. Et alors, je voulais te poser une question. As-tu déjà rêvé de voyager dans le temps, Charles-Henri ? Ouais. Ouais, c'est vrai, ça te fait triper. Et non, mais j'aimerais bien voir, après pour revenir. Comme ça, on pourra changer les choses ici pour améliorer celle qu'il y a après, voilà. Ah, bonne perspective. Et en tout cas, c'est chose possible du 21 au 29 mars parce que les Dionysis nous propulsent tout droit en Grèce antique et à Thèbes plus précisément. Voyage dans le passé du coup là. Pas dans Voyage le dans le passé, ouais. Non, ça m'intéresse pas. Non, ça t'intéresse pas le passé. C'est que le futur. Non, le passé bien sûr. Donc voilà, voyage dans le passé à Thèbes avec 5 pièces classiques qui évoquent cette ville mythique, donc Antigone, Amphitryon, les Bacchantes et j'en passe. Et il y aura également dans ce festival des récitals de musique, de la poésie, de l'éloquence, bref tout pour revivre cette lointaine époque. Est-ce qu'on pourrait y aller en toge ? Ah, je te vois très bien en toge grecque antique, ouais, ça tirait... En train de manger des raisins. Et boire du vin. Donc bref, tout ça est très dépaysant et donc pour finir avec quelque chose qui nous connecte un peu plus à la réalité ou alors qui nous y en déconnecte mais d'une autre façon, on finit avec une bonne soirée de drum and bass. Donc cette fois-ci ça se passe samedi soir au Glazart à partir de 23h30 avec un show d'Exit Records, donc le label emblématique pour tous les amateurs de basse fréquence. Et la soirée coûte entre 8 et 12 € selon les tarifs. Et pour retrouver plus d'informations sur tous ces événements, rendez-vous sur le site radiocampusparis.org. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Pour qui voulez-vous qu'il vote c'est un type raisonnable, de gauche, mais normal. Donc il vote Jospin. Victor Hugo aurait pu avoir sa carte des Verts, oui. Le côté plein de panache de Jacques Chirac, sans doute, lui plairait. J'ai vraiment le sentiment qu'il voterait pour des gens qui s'inscrivent dans une radicalité, dans un véritable ancrage de gauche et progressiste de la société. Je crois qu'il aurait voté pour le plus européen. Et le plus européen, c'est moi. Victor Hugo aurait voté pour Lionel Jospin dans la deuxième grande partie de sa vie. Je ne vous assure pas que Hugo a choisi de voter Chevènement. Hein. Mais je ne pense pas non plus qu'il puisse voter Jospin. Chevènement, Mélenchon, Roselyne Bachelot, Bayrou, Jacques Lang, on est en 2002 et les politiques sont interviewés pour savoir pour qui Hugo aurait voté. À votre avis, il aurait voté pour qui, Victor Hugo ? Laurent Chou. Le problème, c'est que je pense que Hugo n'aurait voté pour personne, vu comment les choses se passent depuis un certain temps. Le problème, c'est que je pense même que Hugo, il ne faut pas oublier que ce monsieur a choisi et à la fois a été contraint à l'exil, parce qu'il est monté au créneau, à l'époque il y avait Napoléon III, et lorsqu'il a pris la défense des communards, quand la commune de Paris a été massacrée dans une grande boucherie de sang, cet homme, Hugo, a été menacé de mort sérieusement et est parti. D'accord ? Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, je pense que soit il
il n'existerait tout simplement, il n'aurait pas pu exister peut-être, ou il serait peut-être fou, tout simplement, ou alors peut-être que son génie en aurait fait un méga grand communicant, pourquoi pas, je ne sais pas, honnêtement. Mais en tout cas, le Hugo tel quel, non, n'aurait voté pour personne, parce que le Hugo, le principe de Victor Hugo, réellement, enfin, relisez notamment son œuvre manifeste qui s'intitule William Shakespeare, eh bien, c'est le Hugo du droit et de la révolution. Donc, alors, tout à l'heure, nous en sommes loin de la révolution. On parlait de parabole par rapport à l'homme qui rit que vous allez jouer. On le rappelle au théâtre Le Grand Parquet. C'est du côté du métro Stalingrad, je ne me suis pas trompé cette fois. Est-ce qu'on retrouve du coup il s'agit de cette métaphore aussi dans l'homme qui rit, celle de la révolution qui ne marche pas, une révolution à plusieurs étages en plus? Oui, c'est d'abord l'expérience de tous les stigmates du monde vécus sur une première partie par d'abord cet enfant de 10 ans qui grandit, et ensuite ce basculement qui l'amène à être reconnu comme Lord d'Angleterre et à faire une entrée absolument fracassante à la Chambre des Lords. Bon, voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que le principe c'est de... Je vous assure que ce compagnon de route que je reprends donc tous les 4 ans, c'est pas que je le reprends, je le transforme, hein, ça c'est important, c'est jamais la même chose. Mais je suis allé volontairement le jouer aussi bien dans des théâtres, dans des grands théâtres, en France ou à l'étranger, mais volontairement je suis vraiment allé dans des territoires assez reculés, où certaines personnes n'étaient encore jamais allées au théâtre, bref. Je peux vous assurer que les gens, quand ils ressortent de là, ils pensent vraiment que c'est écrit aujourd'hui. Il y a une espèce de résonance tellement présente que tout le monde se demande réellement si ça a été écrit aujourd'hui. Alors, donc, comme quoi vous disiez que, on entendait Daniel Mitterrand dire qu'il n'avait pas Internet, vous voyez que Hugo a Internet aussi. Laurent Chu, cette pièce sera jouée du 2 au 20 avril prochain au Grand Parquet. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, en fait, cette pièce rentre dans un objet global, on pourrait dire, ce qui s'appelle Vecteur Hugo. Tout à l'heure, vous l'annonciez un petit peu. Il y a aussi un autre projet. Alors, les rendez-nous, Hugo, les dimanches de cette pièce, à partir de 17h, où là, les gens sont invités à venir prendre la parole et lire des poèmes de Victor Hugo. Mais il y a aussi la tribune William Shakespeare. Ça, c'est une seule journée, c'est le lundi 14 avril de 15h à 22h. Quel est le principe de la tribune William Shakespeare? Alors, on sait que Victor Hugo a écrit un livre sur William Shakespeare. Vous, comment vous traduisez cela dans cette journée du 14 avril? Alors, c'est pas vraiment un livre sur William Shakespeare qu'il a écrit. En fait, il avait commencé à faire une préface pour le tricentenaire de William Shakespeare. Et comme Hugo est un homme océan, eh bien sa préface ne s'est pas arrêtée. Et cette préface est devenue un manifeste, un livre manifeste pour un engagé et aussi en hommage au génie. Et donc je vous laisserai découvrir le 14 avril tous les génies que Hugo met en avant. Mais un art engagé dans William Shakespeare, c'est redonner des racines et du sens à la nécessité absolue d'un acte poétique dans la vie elle-même. Donc c'est une œuvre fleuve aussi. Donc on a fait un montage réalisé par Daniel Gazalguier, Arnaud Lester et Fabien Leborgne. Et ce montage, il est ensuite distribué à toutes celles et ceux qui désirent créer une contagion de voix. Il y a une contagion qui se retrouvera aussi puisqu'il y a une sorte de pérégrination. Absolument. Durant c'est-à-dire que, en fait, ce qui nous paraît important, puisqu'il s'agit d'un manifeste, et que vous avez peut-être remarqué, alors il y a des radios encore, merci, mais la voix dans la ville
est en train de disparaître un petit peu, je trouve, un petit peu beaucoup même. On a beaucoup de brouhaha, beaucoup de choses, beaucoup de pollution sonore, mais la notion de la voix, du corps et de la voix. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que ce manifeste couvert par ce grand barbu d'Hugo, pour que chacun s'approprie ces mots à sa manière et crée une contagion de choses qui sont absolument essentielles à entendre aujourd'hui. La preuve, c'est que quasiment personne n'a lu ce bouquin qui s'intitule William Shakespeare. Quasiment personne. Donc on connaît tous Les Misérables, Notre-Dame de Paris, mais L'Homme qui rit un peu plus depuis quelques années, William Shakespeare personne, alors que c'est une œuvre choc, une œuvre fondamentale qui est... toujours pareil, qui est écrite aujourd'hui réellement. C'est pas du tout pour faire du... D'ailleurs, si on a tenu à rentrer en partenariat avec Radio Campus, c'est pas juste parce que vous existez, c'est parce que ça, pour nous, ça a un vrai sens en termes générationnels et transgénérationnels. Et Hugo est un type transgénérationnel. Il faut pas en faire un monument. Hugo, tout le monde veut en faire un monument, mais ce type n'est tout sauf un monument. C'est un transmetteur. Et comme vous transmettez, vous émettez. Et ben Hugo, c'est quelqu'un qui émet comme chacun peut émettre. Donc on est tous des récepteurs, des émetteurs. Cette œuvre, William Shakespeare, c'est ça. Donc on va créer vraiment une contagion. Et là, je lance une dernière invitation, parce qu'on a déjà lancé un appel à participation. S'il y en a parmi vous qui souhaitent à bras-le-corps et à haut la voix, parce que je vous rappelle qu'on nous invite à voter, et la notion élect orale, elle passe très souvent sous silence, la notion de la voix, puisque c'est très souvent une voix muette qu'on met dans l'urne. Nous, juste après les élections, on les commence d'une manière électorale. Donc montez la voix et montrez-la surtout. En tout cas, c'est le 14 avril. Litana Soledad, vous vouliez... Oui, je voulais juste rajouter que il y a certaines phrases dans William Shakespeare qui auraient pu nous servir à nos amis intermittents, parce qu'on n'était pas exceptionnellement à la manif cet après-midi, mais d'habitude on y est, mais qui auraient pu nous servir sur la manif intermittent cet après-midi, tellement c'est justement au goût du jour. Quelle phrase, par exemple ? Justement, j'en cherche depuis tout à l'heure, mais je les connais pas toutes par cœur, mais je sais qu'en les ayant parcourus, vous verrez sur le site des Arts émouvants, parce que j'ai fait une petite sélection, et notamment dans le film qui concerne William Shakespeare qui est sur le site, on a fait toute une sélection qui est fortement politiquement engagée et qui raconte beaucoup de choses. Laurent Chu, vous parlez tout à l'heure de l'appel à projet. On a jusqu'à quand ? C'est la date butoir pour participer ? Alors concernant Tribune, parce qu'il y a plusieurs... Oui, mais on parlera du reste. Concernant Tribune William Shakespeare, on va dire qu'il reste encore quelques jours si certains désirent y participer, en sachant que la prochaine réunion, je ne sais plus quand est-ce que c'est, tu te souviens, bon bref, c'est pas grave. Appelez-nous, et sur le site, vous trouverez notre contact si certains veulent y participer. En tout cas, bien sûr, avant le 14 avril, tout ça. Voilà, puisque ça se passe le 14 avril, et à travers l'esplanade Nathalie Sarraute, les terrasses et les jardins de la Halle Pajol. Voilà, ça c'est de 15h à 18h sur cette espèce de contagion. Mais par contre, à 18h30, on va faire une tribune unifiée avec musiciens, chanteuses lyriques et un collectif Ébullition, qui est un collectif spécialisé dans le fait de mettre en ébullition l'espace urbain à travers tout un phénomène de bulles. Et on va faire entendre ce manifeste, mais d'une manière vraiment unifiée, alors que de 15h à 18h, ça va être une sorte de contagion, de bribe qui va se répandre sur l'espace. Et justement, de 18h30 à 22h, vous en parliez à l'instant, ça se déroulera au 34 bis rue d'Aubervilliers, dans un immeuble. Absolument. Oui, parce que nous, on a pour habitude d'aller chez les gens. Et là, on a trouvé un endroit formidable d'un point de vue architectural, une immense cour allée avec tout ce qu'il faut, et on est rentré en sympathie avec les habitants, comme pas seulement de cet immeuble d'ailleurs. C'est tout un quartier que je vous invite vraiment à découvrir. Vous savez qu'on a tendance à stigmatiser certains quartiers à Paris. Moi, je suis assez halluciné. Justement, quel est le sens de le faire rue d'Aubervilliers ? Justement, tout le sens, c'est que vous êtes au courant que la place Victor Hugo se trouve se trouvait dans le 16e, parce que nous avons opéré à son déménagement. Victor Hugo nous a demandé... Il est mort dans le 16e.
Oui, il est mort dans le 16e, mais bon, il avait une place qui portait son nom. Et en fait, il nous a écrit, parce que contrairement à ce qui a été dit, il a vraiment Internet. Il nous envoie régulièrement des messages. Enfin, et donc, il nous a écrit, il nous a vraiment demandé, toujours en soutien d'ailleurs aux intermittents, il nous a demandé de le déménager, parce qu'il déménage, Hugo déménage. Et normal, parce que dans le 16e, finalement, on ne fait pas que des ménages, vous voyez, on déménage aussi. Et donc c'est une demande de son vivant d'ailleurs. Et donc on l'a déménagé et maintenant bien vous constaterez par vous-même que la rue et la place Victor Hugo sont maintenant rue d'Aubervilliers prochainement, donc rue Pajol, dans des quartiers populaires qui sont stigmatisés parce que les Parisiens vivent très très souvent dans des frontières finalement, alors que c'est certainement un des quartiers de Paris, enfin c'est un des nombreux quartiers de Paris les plus riches en termes de tissage et de mémoire. Il y a une mémoire absolument géniale. Et nous, ça fait 1 an et demi qu'on aborde, qu'on travaille sur ce quartier avec aussi d'autres projets. On a rencontré des gens, mais de tous horizons, et qui sont porteurs de perspectives et de propositions absolument extraordinaires. C'est une mine d'or, ce quartier. Alors Laurent Chu, vous parliez de casser les barrières. Est-ce que le dernier volet de Vecteur Hugo, qui s'appelle l'explosion du rire, est-ce qu'elle est liée aussi avec cette envie de casser des barrières ? Bien sûr, d'abord, c'est la moindre des choses quand on approche le père Totor. C'est la moindre des choses de lui rendre hommage. Ça a été, au-delà, alors sur le plan politique, il a été pionnier de nombreux combats et engagements qu'on verra dans les rendez-vous Hugo, on ne va pas les citer. Il a été homme politique, il a été député. Oui, mais bien sûr, c'est le dernier grand poète qui a siégé debout, de la même manière qu'il écrivait debout, il siégeait debout au Sénat. Donc il était dedans. Bref, mais l'explosion du rire, c'était la moindre des choses pour 2 raisons. L'une, parce qu'il fallait faire résonner ce rire, cette grimace qui nous appartient tous. Il y a autant de rire que d'individus. Donc ça nous semblait intéressant que ce rire soit contagieux. Et donc l'exposition du rire est une grande exposition qui a été ouverte à des propositions de gestes soit plastiques, audiovisuels, vidéastes, d'écriture également, donc de sculpture, de peinture, etc. Alors encore, vous avez fait un appel à... Donc on a fait un appel à participation. Voilà. Il y a quasiment une centaine d'artistes qui ont répondu. On a jusqu'à demain aussi pour participer. Vous avez jusqu'à demain, là, cette fois. Voilà. Et puis, Hugo... Mais ça a été sur le plan de la plastique, c'est un peintre absolument génial. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ses encres. Ces encres sont complètement hallucinogènes et il annonce réellement une nouvelle optique. C'est un pionnier de la photographie également. C'est un pionnier du collage. Donc c'est un type qui a... Moi je suis allé, parce qu'on a été invité à jouer à Guernsey, et je suis allé dans sa maison. Autant la maison de Paris Victor Hugo est, on va dire, assez classique, mais celle de Guernsey est réellement, au sens étymologique du terme, hallucinante. C'est une maison, c'est une œuvre où en fait il détournait, c'est un type qui détournait tous les objets. Donc Laurent Chu, vous voulez, en tout cas vous et la compagnie... essayons de... Non, j'ai oublié le nom de votre compagnie. Je répète, ça s'appelle Les Arts Émouvants. Les Arts Émouvants, voilà. Compagnie à l'endroit des mondes à l'envers. Voilà. Mais pour les intimes, c'est Les Arts Émouvants. Les Arts Émouvants. Vous souhaitez du coup aussi offrir la possibilité à des artistes de créer ces choses, bien sûr, de leur donner un espace de libre expression. Nous, on travaille... Et pourquoi le rire d'ailleurs comme parce que ça nous semblait évident de créer de faire retentir un choc, parce que le rire c'est toujours un choc. C'est toujours un choc en fait, un rire. Que ce soit les différentes manières de rire qu'il y a. Bien sûr. Et puis il y a tellement d'expressions. Après, nous, je trouve ça intéressant. C'est pas juste des jeux de mots. Aujourd'hui, on est tellement, on a été tellement intoxiqué. Notre langage est tellement intoxiqué que c'est toujours intéressant de redonner du relief et de la chair du corps aux expressions, par exemple. Alors mourir de rire, qu'est-ce que ça veut dire?
rire jaune, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais enfin bon, bref. Mais là, ça sera visible du 2 au 4 avril, du 2 avril à la au 4 Alpajol. mai. Il y a un gros vernissage avec les nouvelles étoiles du lit oral qui aura lieu le 7 avril, lundi 7 avril à 18h. Oui, ça va être un gros événement. Donc vous y êtes invités. Il y aura des lits et on pourra parler dessus, c'est ça Voilà, il y a en effet, alors ça aura lieu à l'Auberge de Jeunesse, qui est un lieu assez récent. La Alpajol, ça a ouvert il y a peu de temps, et c'est un endroit vraiment exceptionnel. Sur le canal ou Non, c'est rue Pajol, Esplanade Nathalie Sarraute, c'est métro La Chapelle. Métro La Chapelle. Voilà. Et donc le finissage le 4 mai avec une remise des prix, parce qu'on a pris le parti comme c'est. Et vous remettez des prix aussi. Voilà, il y a un jury, il y a des partenaires. D'ailleurs, Radio Campus, on ne sait toujours pas ce que Radio Campus apporte. Donc moi je propose que dans les lots, ce qui est la possibilité de vous accompagner à une émission, de participer, voilà. Non, il y a une dizaine de prix dans différentes catégories qui seront. C'est pas pour cloisonner, mais on s'est dit que c'était bien, voilà, symboliquement, enfin qu'il y ait des, comme ça va mélanger des démarches à la fois professionnelles, mais aussi des démarches citoyennes. Voilà, c'est vraiment une exposition ouverte, l'explosion du rire. Laurent Chu, juste pour revenir sur les rendez-nous Hugo, là les gens pourront prendre la parole, mais vous avez aussi convié d'autres personnes, des journalistes, oui, c'est un mélange des chercheurs, de gens qui sont de personnes à la fois ça va mélanger ce qu'on appelle les personnalités, ça veut dire des gens. Et pour parler d'Hugo ou pour parler du monde actuel? Non, justement, le principe, on n'est pas là pour parler d'Hugo. Bien sûr qu'il va y avoir des spécialistes de Hugo qui seront présents, bien entendu, mais le principe, ce ne sont pas des conférences, ce sont des cirques-conférences. Donc le principe, c'est une mise en jeu, une mise en joute de la pensée, de la parole débattue au sens plein du terme sur des questions d'actualité, mais mise en regard par rapport aux engagements de Victor Hugo. Je rappelle que ce vieux barbu, quoi qu'on en dise, est monté au créneau activement, réellement, a donné son esprit et son corps là-dessus, sur, on va dire la peine de mort, mais si vous regardez bien, la peine de mort, ça fait juste 30 ans qu'elle est abolie en France, elle existe encore dans bon nombre de pays. L'esclavagisme, moi je pars du principe qu'on n'y est pas sorti, mais bon, après ça c'est un autre point de vue, ça va être un peu long à développer. Je pars du principe qu'on n'est pas sorti de l'esclavagisme. Bon, on y est sorti sur certaines manières, mais pas complètement. Il y a l'Europe. L'Europe est un sujet, puisqu'on va avoir les élections européennes. L'Europe est un sujet, dont Hugo est le pionnier de l'Europe. Non pas l'Europe qui nous est proposée aujourd'hui, non pas l'Europe des réseaux, mais l'Europe des peuples. Ça, c'est ce que proposait vraiment Victor Hugo. Bon, bref, il y a beaucoup. La liberté de la presse, et là vous êtes concernés, c'est un des combats majeurs et fondamentaux. Et ça, je crois que la liberté de la presse, il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y aura en effet des journalistes, il y aura des responsables politiques de différents courants, il y aura des responsables associatifs, et il y aura toutes sortes de citoyens, connus ou inconnus, qui vont avoir à se manifester. Et des artistes aussi. Et bien sûr, des artistes qui vont bien sûr créer un maillage d'intervention audiovisuelle, orale ou autre. Vecteur Hugo, toutes les informations, on les retrouve sur le site de Radio Campus Paris, mais aussi sur le site de votre compagnie, Les Arts et Mouvements. Non. Émouvant, pardon. Généralement, j'y arrive pas. Alors, ça s'écrit donc www.les arts au pluriel et mouvant au pluriel .com, les arts et mouvement.com. Voilà, on pourra faire une chanson aussi après, les arts et mouvement.com. Merci beaucoup d'être passé chez nous, Laurent Chu et Litana Soledad. Dans quelques instants sur Radio Campus Paris, c'est l'émission Dessine-moi un mouton. Bonsoir Zéphyr. Bonsoir, oui, ce sera une émission Dessine-moi un mouton. On dessine avec quoi? Un crayon, une craie? Avec un crayon, sur quoi? des craies, des feutres, du papier. Tout ce que vous trouvez sous la main. Et ce soir, ce sera sur les médias et le temps des médias. Est-ce qu'ils ont le temps, ces médias? Des médias un peu pressés, c'est ça? Exactement, pressés. Et les invités, c'est? À ne pas suivre comme des moutons, justement. Ah, justement. Les invités, un petit, non? Oui, des 3 invités, une journaliste, Patricia Chérin, grand reporter. Oui, on le saura dans une minute, de toute façon, oui, Zéphyr. Merci. Attends, à tout de suite. À tout de suite.